Le mot dynamique est important parce que je considère que nous vivons une époque formidable. Celle finalement où la seule limite que nous puissions avoir, c'est l'imagination. Tout le travail qui a été réalisé, Nous sommes attaqués par la pollution. Moi-même, je perds ma voix un peu. Tout le travail qui a été réalisé par toutes les instances associatives, entreprises, presse, pour la COP21, qui permettait de sensibiliser, de vulgariser, de mettre en avant l'état des lieux et le champ des possibles avec toutes les actions mises en place au niveau local, au niveau territoire, au niveau international. C'est tous les domaines d'activité qui ont été touchés par des actions concrètes, réelles. Et la signature de l'accord, finalement, permet effectivement l'introduction de ces nouvelles solutions beaucoup plus adaptées à l'environnement. Je pense que c'est cet événement-là qui a pris conscience de la finitude des ressources mondiales, l'importance de la biodiversité, le biomimétisme, qui est repris aujourd'hui en base de recherche et développement. Et c'est finalement ce modèle d'économie circulaire qui devient un peu le modèle de la transition vers un nouveau paradigme économique, sociétal, et surtout une nouvelle vision d'avenir. Dans ce champ finalement économique où tout est à imaginer et construire, tout le monde part du même point. Il n'y a pas des sachants, des qui ont une expérience plus importante, tout le monde part du même niveau, un niveau qui finalement permet à tous d'oser. Oser exprimer, oser proposer, oser innover, oser lancer une idée, oser. Mais dans tout ça, il y a quand même quelque chose qui a fondamentalement changé la donne depuis quelques années, c'est le numérique. Qu'est-ce que le numérique joue comme rôle dans cette nouvelle économie ? Alors, le numérique et la technologie, c'est le support. C'est un support qui finalement permet de faciliter l'accès du passage à l'idée, à la réalité, aux actions concrètes. À une époque, j'ai eu la chance de travailler avec un groupe d'inventeurs lyonnais qui étaient tous un petit peu fous. Mais je me souviens en tout cas la difficulté que nous avions pour auditer des solutions qui existaient déjà ailleurs. Aujourd'hui, un coup d'accès sur le net et on retrouve toutes les références, toutes les publications. Je me souviens de la difficulté pour contacter des chercheurs, d'autres inventeurs. Et aujourd'hui, finalement, le lieu n'a plus d'importance parce que ce qui compte, c'est finalement l'espace. Et on est tous dans le même espace, qu'il soit physique. D'ailleurs, est-ce que l'espace physique existe encore ? Je ne sais pas. Réaliser un prototype était difficile et coûteux. Aujourd'hui, une imprimante 3D et puis le financement participatif, ça devient quelque chose de tout à fait commun. Et ça permet effectivement de prototyper très facilement. Et puis pour finir, protéger une idée. Alors il y avait l'enveloppe solo qui ne coûtait pas grand-chose. Sinon, c'était impossible d'aller plus loin parce qu'effectivement, ça coûtait trop cher. Alors, avec François Michel, on est assez en face sur un sujet qui nous passionne, c'est la blockchain, parce que finalement, ça sera sans doute le meilleur moyen de référencer les innovations et les inventions avec le droit de chacun. Et alors, justement, sur le sujet de la blockchain, aujourd'hui, et dans beaucoup d'instances, on entend parler de dans l'avenir, la blockchain, etc. Je pense que là, on ne vit pas dans la même société. La blockchain, telle qu'elle existe, c'est presque déjà passé. Parce que souvent, on la limite uniquement en Bitcoin avec la possibilité d'avoir un cryptage qui est quand même un peu inconnu. Il y a un certain nombre d'équipes de chercheurs qui sont en train de développer une blockchain où finalement tout ce qui est hash cryptographique, contrôle d'authenticité est libre. Donc ça signifie qu'on a une blockchain qui est totalement libérée. Et au même titre, parce qu'on peut se dire où est la sécurité dans tout cela, eh bien le développement de blockchain privées qui serait complètement réservé à un consortium particulier, une communauté. Donc effectivement, je vais arrêter là-dessus parce que je pourrais en parler pendant des heures. On va revenir sur... Quoique c'est pas si différent que ça. Donc on voit bien que le numérique, ça permet aussi de développer de nombreux projets. Donc vous aviez cité des projets en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, d'intensification des usages des produits plutôt que de la possession, du partage des produits, la voiture partagée, covoiturage, etc.
Et c'est d'ailleurs des sujets sur lesquels vous aviez reçu des dossiers de candidature aujourd'hui, mais qui n'entraient pas vraiment dans la thématique particulière de cette matinée, qui était plus sur la construction et l'aménagement. Voilà. Est-ce que vous diriez que l'économie circulaire, c'est un terrain de jeu idéal pour les startups ? Oui, tout à fait. C'est un terrain de jeu qui est assez excitant. Je parlais tout à l'heure de tous les possibles, effectivement, qui sont présents. J'ai parlé pas mal de technologie et de numérique. Bien évidemment, comme l'a dit François-Michel Lambert, l'humain, les hommes, les femmes sont fondamentaux, on dit. Oui, exactement. C'est pour ça que pour moi, fondamental, ça me semblait plus naturel, mais bon. Il y a effectivement toute l'économie de partage, et on a reçu énormément de dossiers sur ces sujets, mais qui ne s'appliquaient pas exactement au domaine de l'aménagement, la construction. Mais on les a tous gardés parce qu'il y a des numéros spéciaux de la Tribune ou du Journal de Grand Paris qui vont sans doute voir le jour sur l'économie circulaire, et ça sera l'occasion de mettre à l'honneur ces startups. Il y en a déjà eu pour notre part. Il y en aura d'autres. Oui, exactement. La semaine dernière, justement, j'ai rencontré 6 jeunes qui avaient créé des startups. C'est des tout petits jeunes. Ils sortaient depuis 1 an ou 2 de l'IUT dans lequel, justement, ils avaient été invités pour parler de leur expérience. Et ils expliquaient finalement qu'il n'y a pas un modèle économique, mais qu'il y en avait 3 ou 4 fois. Enfin, qu'il y en avait 3 ou 4 différents et que depuis 1 an d'existence, ils étaient passés de l'un à l'autre. Et que finalement, le business plan sur 3 ans, ça avait plus grande réalité aujourd'hui. Et là, il y avait leur professeur qui était un peu interpellé. Et malheureusement, il n'y a pas que les enseignants, parce que je pense que les banquiers ne le comprennent pas forcément. Après, quand on parle de start-up, c'est l'exemple que je vous ai donné. Je parle de 6 tout jeunes qui viennent d'eux. Mais je pense qu'il faut sortir un petit peu de cette image-là. La start-up ne se limite pas à l'âge des start-upers, des créateurs, ni à l'âge de l'entreprise. Finalement, on rentre dans un domaine des possibles dans lequel toute personne qui a une idée, avec le numérique à disposition, avec la technologie, va pouvoir effectivement aller jusqu'au bout de son idée. Au niveau des startups, tout se limite pas. Au niveau de l'innovation du possible, tout se limite pas effectivement aux startups. J'ai eu la chance de rencontrer une ingénieure d'études de chez Cercal. Cercal, globalement, c'est un organisme de certification de Qualitel. Ils existent depuis plus de 30 ans. Et ça plus de 40 ans. Il permet de qualifier en normes NF, HQE, tout ce qui est logement. Leur objectif 2017, c'est de faire évoluer les référentiels pour justement intégrer toutes les exigences liées à l'économie circulaire, mais en accompagnant les professionnels de façon à ne pas laisser effectivement d'entreprises, petites ou grandes, de côté. Alors finalement, ces 2 exemples mettent en évidence que tout le monde est mobilisé sur ce sujet, et je pense qu'on ne va plus parler que d'économie maintenant, parce que finalement, le circulaire, c'est la normalité. Merci beaucoup, Florence.